Le feng shui va permettre d'agir sur la qualité et la bonne circulation de l'énergie dans l'habitat, que cette énergie ne se mette pas à stagner, par exemple, dans un coin de pièce ou quelque part. Le feng shui, de toute façon, on ne peut pas mentir. Je suis désolé, mais il n'y a plus de secret. Dans une habitation, on voit tout ce qui se passe. Pour approfondir ce thème, retrouvez le lien des ateliers en description de cette vidéo. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle conférence. Et ce soir, j'accueille Jérôme Chaput. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Muriel et puis bonsoir à vous tous, auditeurs du Canal de l'âme. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus donc pour cette conférence. Et ce soir, nous allons découvrir ensemble les différentes écoles du Feng Shui. Nous allons explorer comment se déroule une étude. Et sachez que le Feng Shui est un art chinois millénaire qui vise à équilibrer et harmoniser notre lieu de vie ou notre lieu de travail afin d'y favoriser la santé et le bien-être sur tous les aspects de notre vie, sociale, familiale, affectif, professionnelle et physique. Alors Jérôme va nous inviter à travers cette conférence à découvrir donc les bases de cet art qui était autrefois réservé aux empereurs et aux notables. Alors, pour être bien sûr que vous soyez confortable, dites-moi dans le chat si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Et en attendant vos retours, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui te découvrent pour la première fois ce soir, Jérôme, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, Jérôme Chaput, je suis effectivement consultant en Feng Shui. Et puis, je dirais, je suis baigné dans les arts chinois maintenant depuis environ une petite trentaine d'années seulement, puisque je viens avant tout des arts martiaux chinois, c'est-à-dire le Kung Fu, le Tai Chi Chuan, le Qigong, le Gong Dao, c'est-à-dire le tir à l'arc chinois. Et ensuite, très naturellement, je me suis tourné vers la médecine traditionnelle chinoise il y a à peu près 25 ans maintenant, que j'enseigne aujourd'hui en France métropolitaine, à La Réunion également. Et très naturellement, en tant que thérapeute et praticien de médecine traditionnelle chinoise, eh bien, il a été pour moi très important de comprendre comment fonctionnait l'énergie de l'habitat. Parce que je comprenais comment fonctionnait l'énergie de l'homme, en fait, c'est-à-dire à travers les éléments qui l'entourent. Et il a été très très important ensuite de découvrir comment ça fonctionnait dans un habitat, parce que en tant que médecin traditionnel chinois, il est important de bien comprendre ce que vivent nos patients. C'est-à-dire quand on a un patient qui vient nous voir pour une raison X ou Y et que l'on fait son anamnèse pour ensuite avoir son bilan énergétique, eh bien, il est aussi important de bien connaître l'environnement dans lequel il évolue. C'est-à-dire, si vous avez un patient qui a des problèmes, par exemple, d'insomnie, et que bien, vous faites tout ce que vous avez à faire, que ce soit en tuina, que ce soit en zhangjiu, c'est-à-dire l'acupuncture, ou avec les plantes, la pharmacopée chinoise, et que on va avoir des améliorations. Puis dans certains cas, les améliorations peuvent être moindres, tout simplement parce qu'il y a un problème au niveau de l'habitat. Donc si on ne règle pas ce problème d'habitat, eh bien, on aura plus de mal ensuite à traiter le patient dans nos cabinets. Voilà. Alors, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais dans certains cas, c'est ce qui se passe. Voilà. Donc, tous les grands médecins, d'ailleurs, dignes de ce nom de la médecine traditionnelle chinoise, étaient tous des fervents connaisseurs du Feng Shui également, parce qu'ils avaient compris depuis très longtemps l'importance de l'énergie et de l'habitat, de l'environnement, du patient et de son habitat, bien sûr. Voilà. Merci pour cette belle présentation. Alors, chers auditeurs, je vais vous inviter à noter vos questions en cours de route. Et puis, on prendra un temps pour répondre à vos questions avec Jérôme un petit peu plus tard au cours de la soirée.
Et Jérôme, bah écoute, au niveau du son et de l'image, tout est OK, tout est parfait. On a du monde un petit peu partout, de Londres, de La Réunion, de la métropole aussi, de la Suisse, de la Belgique. Donc, on va pouvoir y aller. C'est OK. On peut y aller. Je te laisse la parole, Jérôme. Alors, eh bien, si tu veux bien, comme c'est toi qui t'occupes de la partie technique, m'envoyer le OK, je PowerPoint. lance le partage. Voilà, comme ça, on aura un petit support ensemble pour effectivement se familiariser avec le Feng Shui. Alors, peut-être que certains d'entre vous, d'ailleurs, connaissent déjà bien le Feng Shui. Ce sera peut-être juste une petite formalité et un partage que l'on fera ensemble. Peut-être que d'autres vont effectivement complètement découvrir cette science, en fait. Hein. Et là aussi, ça va être, je l'espère tout du moins, un partage et une aventure formidable. Et je dis bien un partage parce que tous les arts chinois, en fait, c'est avant tout un partage. Hein. C'est pas quelque chose que l'on garde pour soi, c'est pas quelque chose qui nous appartient. Nous ne sommes que des maillons de la chaîne. Et donc, on est juste là pour effectivement transmettre et partager nos humbles connaissances, puisque il ne faut pas oublier que toutes ces méthodes eh bien, ont été, je dirais, élaborées pendant des siècles et des siècles. Et en fait, nous, à l'échelle d'une vie, de notre vie, eh bien, nous sommes quand même, il faut quand même le dire, même si on connaît certaines choses, eh bien, nous sommes quand même peu de choses, et nous sommes aussi surtout, et ça, il ne faut pas le perdre de vue, des étudiants à vie. Et même en étudiant à vie, bien, on n'en connaîtra jamais toutes les subtilités. Et c'est justement ce qui est formidable. Et c'est justement aussi ce qui permet de garder les pieds bien sur terre, d'être humble. Parce que jusqu'à notre dernier souffle, on apprendra toujours de toutes ces méthodes. Moi, je vais bien sûr parler pour moi, forcément. Mais bon, mes confrères tiennent aussi le même discours. C'est sûr que quand on a fait le choix d'explorer les arts martiaux chinois, la médecine chinoise, le feng shui, ça fait quand même beaucoup de choses. Et on a de quoi y consacrer, je dirais, nos journées. Et ça, c'est vraiment peut-être un très, très beau cadeau de la vie aussi, hein, de pouvoir vivre de ses passions et s'épanouir du matin au soir dans ses passions. D'ailleurs, il y avait Kongzi. Kongzi, c'était Confucius, qui disait la chose suivante, fais un travail que tu aimes, tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Eh bien, très sincèrement, ça m'arrange, en fait, hein, puisque de toute façon, depuis ma plus tendre enfance, j'ai fait le choix de ne pas travailler. Donc, et de me consacrer uniquement à mes passions. Voilà. Donc, c'est assez intéressant et je trouve que c'est pas trop mal pour le moment. Voilà. Donc, j'invite tout le monde aussi à découvrir sa propre nature, sa nature fondamentale et justement à s'épanouir pleinement dans sa vie à travers ce qu'il fait, peu importe qu'il soit mécanicien, qu'il soit boulanger et autres. Tout le monde a sûrement de quoi s'épanouir dans ses passions et je dirais, à évoluer sur son propre chemin. Voilà. Très bien. Alors, au niveau du Feng Shui, bon, j'en ai un tout petit peu parlé effectivement précédemment quand Muriel m'a demandé de me présenter. En fait, il faut comprendre que à la base, c'était un art forcément millénaire, très utilisé forcément en Chine, mais pas que aujourd'hui, hein, puisqu'il est utilisé à travers le monde. Mais à l'origine, c'était quelque chose qui était... on se servait du Feng Shui justement pour trouver le bon emplacement pour, je dirais, construire le palais impérial, par exemple, hein, les palais de l'empereur et les maisons des notables. Il fallait que tous les éléments, toutes les conditions soient bien réunies de façon à ce que ces personnes de haut rang puissent jouir de la meilleure énergie possible. Voilà. Aujourd'hui, vous avez encore des personnes qui se servent bien sûr du Feng Shui pour essayer de prospérer, que ce soit dans les affaires ou dans leur vie, et notamment des hommes d'affaires dont certains sont assez connus, notamment un aux États-Unis qui a fini par finir président et qui justement lui aussi fait appel à des grands maîtres Feng Shui. Vous avez également les grandes banques, notamment la HSBC, etc., qui font appel à des maîtres Feng Shui pour construire leur building et leur bâtiment. Voilà. Donc, même si on en parle peu, même si c'est certaines fois passé sous couvert,
il faut bien se rendre compte que le feng shui est aujourd'hui, en 2022, et ce depuis déjà un paquet d'années, très, très, très utilisé par des grands noms de ce monde. Voilà. Et beaucoup de gens, notamment également, que ce soit des hommes d'affaires ou en politique, aujourd'hui utilisent le feng shui. Voilà, donc on va pouvoir passer à la prochaine diapo. Voilà. Donc, au niveau de Feng Shui, on va faire une petite présentation en ce qui le concerne, et puis on verra tout à l'heure, tout au long de cet exposé, l'environnement et les animaux symboliques aussi. Donc, quand j'ai préparé cette intervention, je me suis posé forcément la question. Je me suis dit, mais comment tu vas essayer de l'aborder pour je dirais que les personnes puissent avoir un aperçu vraiment global de cette science. Voilà. Donc, j'ai fait le choix de l'aborder plus ou moins en deux temps, c'est-à-dire, premièrement, une présentation du Feng Shui, et puis j'ai inclus quelques plans, des petits extraits, on va dire, des extraits de compte-rendu d'études sur cette intervention pour essayer de vous faire comprendre à peu près comment ça fonctionne et bien sûr tout en restant dans les grandes lignes sans forcément rentrer dans le détail. Voilà. Donc le feng shui, en fait, vous voyez, là nous avons les deux caractères calligraphiés donc en chinois. Le feng shui, en fait, ça veut dire vent et eau. Le mot feng, en fait, feng, c'est le vent et shui, en chinois, donc c'est l'eau. Donc le premier caractère que vous allez voir en haut, avec la croix au milieu, c'est le caractère du vent. Et puis le second caractère juste en dessous, c'est donc shui, c'est-à-dire l'eau. Voilà, donc feng shui. Alors, si on le prononce sur l'occidental, on va dire feng shui. Voilà, donc ça, mais si vraiment on va avoir la connotation un peu plus chinoise, on va plutôt dire feng shui. Voilà, ce qui est quelque peu différent. Hein. Donc, le vent, lui, va avoir cette capacité, en fait, de disperser le qi, de disperser l'énergie. D'accord? C'est aussi exactement, d'ailleurs, ce qu'on va retrouver dans le corps humain, hein, puisque quand on parle de médecine traditionnelle chinoise, eh bien, on a aussi cette référence au vent, notamment et le vent en termes de douleur qui va créer par exemple ce qu'on appelle des douleurs erratiques, c'est-à-dire qu'ils vont changer et ce même vent qui va disperser l'énergie. Voilà. Ensuite, au niveau de l'eau, eh bien, quand on parle de l'eau qui va collecter l'énergie, on peut penser à cet aspect nourricier, cet aspect très yin en fait, cet aspect nourricier dans le corps humain ou dans la nature, hein, cette eau qui va nourrir. Voilà. Donc, le feng shui, en fait, c'est un art d'origine chinoise qui est né il y a environ 4000 ans. Et pendant des siècles, la pratique du feng shui fut réservée à la famille impériale et aux classes dirigeantes chinoises. Hein, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure en préambule. Donc, le feng shui, en fait, avait pour origine de déterminer le choix des sites les plus favorables à l'emplacement de leur palais et pour leur procurer le pouvoir, la santé et la prospérité. Voilà. Donc, alors, il faut savoir que là, on parle de feng shui, mais il y a d'autres traditions à travers le monde, quelque part, qui avaient compris cette notion de l'énergie et qui se servaient aussi de hauts lieux d'énergie pour construire notamment des cathédrales ou des églises. Hein, aussi, il y avait aussi tout ce qu'on appelait les compagnons bâtisseurs et autres, qui, eux, effectivement, eh bien, avaient une connaissance justement accrue des meilleurs emplacements pour construire de hauts lieux forts en énergie. Voilà. Alors ça, c'est des choses aussi qu'on va retrouver des fois même dans une science un peu plus occidentale qu'on appelle la géobiologie aussi. D'ailleurs, sur le canal de l'âme, hein, vous pouvez retrouver d'excellentes conférences de M. Philippe Cissé sur la géobiologie. Voilà, je vous invite vraiment à aller les visionner. Hein, c'est absolument passionnant. Alors, quand on parle de Feng Shui, forcément, on va parler des arts du Tao. Quand on parle des arts du Tao, on va parler des arts du Tao, des arts liés aussi au taoïsme. D'accord? Donc, il y a trois choses.
Hein. Il y a ce que nous appelons le Bazi, qu'on pourrait apparenter un peu à l'astrologie chinoise, qui va s'occuper de la maîtrise des combinaisons du ciel. Voilà. Alors, c'est intéressant, le Bazi, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, mais néanmoins, on peut se faire son thème, hein, comme certains se font faire leur thème astral, eh bien, ou astrologique, eh bien, on peut se faire son thème effectivement en Bazi. Et c'est assez bluffant quand même de voir qu'il y a des choses, notamment en ce qui concerne notre santé, notre chemin de vie, nos faiblesses aussi, eh bien, tout ressort au niveau du Bazi. Alors, il y a quelques années, je me suis amusé à la chose suivante avec une personne qui pratiquait le Bazi, en fait, et je me suis amusé donc sur elle, enfin, où je lui ai fait son bilan énergétique en médecine chinoise. Voilà. Et ce qui est ressorti de mon bilan, eh bien, nous l'avons fait en aveugle, hein. Cette expérience, eh bien, c'était exactement ce qui ressortait de son Bazi, c'est-à-dire de son thème, au niveau de sa faiblesse en ce qui concerne certains organes. Voilà. Donc, ça ressortait déjà sur son Bazi. Et ensuite, pour s'amuser, eh bien, avec des gens volontaires, nous nous sommes amusés effectivement à refaire l'expérience comme ça plusieurs fois, et ça tombe pile poil. Voilà. Hein, à chaque fois, le bilan énergétique qui était fait tombait exactement avec ce qui était écrit dans le Bazi. Voilà. Donc, et ça, c'est quand même assez bluffant, hein, pour rien vous cacher. Donc, tout ça pour vous dire que toutes ces méthodes, en fait, sont liées entre elles. Et donc, je dirais quelque part, il n'y a pas de différence entre toutes ces méthodes. Toutes ces méthodes fonctionnent ensemble. Voilà. Toutes ces méthodes fonctionnent ensemble. Et souvent, on me dit ah, mais Jérôme, tu fais beaucoup de choses, toi. Tu fais des arts martiaux, tu fais de la médecine chinoise, tu fais du feng shui, etc. Mais je dis mais non, je fais une seule chose. Voilà, je pratique les arts du Tao, tout simplement. Hein. Parce que toutes ces méthodes, toutes ces choses, en fait, s'articulent en elles. Les arts martiaux chinois, eh bien, quelque part, c'est de la médecine traditionnelle chinoise. Ça a un impact sur notre santé. Voilà, la façon dont on va être ancré aussi, eh bien, ça aura un impact par rapport à ce que l'on va vivre dans notre habitat également. Vous voyez, donc tout ça est lié. Voilà. Donc le feng shui, en fait, va s'occuper également de la maîtrise des connaissances de la Terre et de l'aménagement des espaces. Voilà, c'est ce que nous allons découvrir ensemble tout à l'heure. Donc, vous voyez, je vous ai mis une petite boussole là en photographie. Et puis, les arts de santé et énergétique chinois, donc on peut mettre le Kung Fu, le Tai Chi Chuan, le Qigong, médecine traditionnelle chinoise, et bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, eh bien, vont s'occuper de la maîtrise du corps et de l'apaisement de l'esprit de l'homme. Voilà. Alors, ensuite, je vous ai mis sur cette diapositive une petite fresque, en fait, très connue, hein, d'ailleurs, par les pratiquants de Qigong et d'arts martiaux, puisqu'elle vient aujourd'hui, elle est exposée donc, au musée national de la ville de Changsha, dans la province de Hunan, et ça provient des fouilles archéologiques de Marangdue, en fait, qui ont eu lieu dans les années 1970 environ, où il y a eu des parchemins, des rouleaux de soie, etc., qui ont été découverts dans un tombeau, et notamment celui-ci. Voilà, donc effectivement, comme je vais, tous les ans donc, dans la ville de Changsha, puisque j'ai un partenariat avec l'hôpital universitaire, hein, de cette ville, et j'emmène donc mes étudiants de médecine traditionnelle chinoise faire des stages cliniques au sein de cet hôpital. Et tous les ans, bien sûr, j'ai à cœur d'emmener les étudiants voir donc ce musée et découvrir donc l'original de cette fresque. Voilà. Et c'est toujours un moment d'émotion, hein. Même moi qui suis allé, qui vais dans ce musée depuis des années, je ressens toujours la même émotion à travers ces fresques et à travers tous ces objets, effectivement, qui ont été découverts, hein, ces objets millénaires. Voilà. Très bien. Donc, les arts des Tao, vous voyez, sont composés, donc, comme je vous le disais, du Bazi, Feng Shui, et puis les arts de santé, martiaux et énergétiques chinois. Voilà. Alors, on va voir un petit peu l'influence du Feng Shui. On dit que le Bazi
donc l'astrologie, va représenter 33% d'énergie céleste reçue à la naissance. Donc, c'est ce que nous recevons au moment où nous allons, je dis entre guillemets, en fonction des croyances des uns et des autres, où nous allons nous incarner. Voilà. Ensuite, le feng shui, c'est l'énergie terrestre qui va influencer notre environnement. Et il représente également 33%. Et puis, nous avons bien sûr, et fort heureusement, notre libre arbitre, qui lui représente bien sûr 33% d'énergie, ce qu'on appelle l'énergie de l'homme par nos actions. Voilà. Hein, et donc là, je vous ai remis, je dis bien remis parce que je l'ai déjà utilisé à travers d'autres conférences que vous pourrez visionner sur le canal de l'âme, ce qu'on appelle le pictogramme de Mencius, où on retrouve en bas au niveau du socle ce que nous appelons le carré de la Terre, et puis au milieu, donc, nous avons l'homme, et au-dessus, ce que nous appelons le cercle du ciel. Voilà. Donc, voilà déjà les différentes influences que nous recevons dans notre vie. Hein, et ne pas oublier, bien sûr, même s'il y a des choses écrites au niveau de notre bas de même si nous sommes soumis à l'influence, je dirais, de notre environnement, voilà, eh bien, n'oubliez pas, vous avez aussi votre libre arbitre. Et chacun est responsable de ses choix et chacun est responsable de ses actions. Et à chaque fois, elles auront de toute façon une incidence sur le reste. Alors, les grandes théories du feng shui. Alors, théorie du feng shui, on va plutôt parler des théories des arts du Tao, hein, tout simplement parce que quand on parle du yin-yang, du qi ou des 5 éléments qu'on va voir après, eh bien, forcément, ça va concerner le feng shui, mais ça concerne la médecine traditionnelle chinoise, ça concerne les arts chinois, quels qu'ils soient, les arts martiaux, énergétiques, bien sûr. Donc, le yin-yang, en fait, va représenter deux faces opposées d'une même chose en changement perpétuel. Souvent, je dirais dans le langage courant, on va vous dire, oui, d'un côté, donc, il y a la femme, d'un côté, il y a l'homme qui est yang, et la femme qui est yin, etc., etc. Donc, on a plutôt tendance, dans le langage, chez certaines personnes, à opposer les deux choses, alors que, si vous voulez, en ce qui concerne le yin-yang, eh bien, il n'y en a pas un qui va prévaloir sur l'autre. C'est comme dans la vie. L'homme n'est pas au-dessus de la femme et la femme n'est pas au-dessus de l'homme. Chacun est sur un terrain, je dirais, d'égalité, tout comme pour le yin-yang. Hein. Chacun est là pour se nourrir l'un l'autre. Voilà. Donc, le yin-yang, eh bien, c'est quelque chose qui va évoluer du matin au soir. Hein. Le matin, eh bien, effectivement, l'énergie est très yang. C'est le matin, c'est le premier soleil du matin qui se lève à l'est. Et ensuite, cette énergie très très yang va laisser sa place doucement au yin dans l'après-midi, tranquillement, d'accord, où le yin et le yang vont un peu cohabiter tous les deux. Et ensuite, pendant la nuit, première partie de la nuit, eh bien, c'est le yin qui va complètement l'emporter. Voilà, c'est le moment de repos, c'est le moment où on se retrouve également. Et puis ensuite, le yang va rentrer doucement dans le yin pour reprendre sa place jusqu'au petit matin. Voilà. Donc, vous voyez que le yin-yang, en fait, je dirais, se transforme en l'un l'autre. Et en fait, il ne s'oppose pas, en fait. Hein, et c'est toujours un mouvement de transformation. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, voilà, ils sont toujours en train de se nourrir. Voilà. Donc, l'un des principes du feng shui, en fait, ça va vraiment être de maintenir l'équilibre entre le yin et le yang dans l'habitat, mais également, on retrouve exactement la même chose dans la médecine traditionnelle chinoise. L'idée, c'est effectivement de maintenir cet équilibre yin-yang pour que nous soyons en bonne santé. Hein, l'idée, c'est vraiment ça. Alors ensuite, les 5 éléments, sur la diapositive suivante, eh bien, les 5 éléments, on dit que l'équilibre et l'harmonie des 5 éléments amènent santé et prospérité. Alors, dans le feng shui, nous allons travailler, bien sûr, à travers les 5 éléments. Hein, on va les retrouver dans notre habitat, ces 5 éléments. Tout comme on les retrouve également dans notre organisme aussi. N'oubliez pas que toutes ces méthodes, tous ces arts, en fait, ont été créés, en fait, ils ont été créés à travers l'observation des anciens, l'observation des taoïstes aussi,
ou des paysans dans les champs qui observaient les éléments autour d'eux, hein, la course du soleil, la lune dans le ciel, mais également le vent dans les arbres, etc., etc., et les mouvements de l'eau. Hein. Donc, dans les 5 éléments, il y a plusieurs cycles. Hein. Donc, il y a un premier cycle qu'on appelle le cycle d'engendrement, où chaque élément va engendrer un autre élément. Hein. Par exemple, le bois va engendrer le feu va engendrer la terre le métal l'eau et l'eau le bois. Voilà. Et puis ensuite, il y a également, alors ça c'est le cycle que nous voyons en cercle, et puis il y a ensuite un cycle qu'on appelle le cycle de contrôle. Et c'est cette étoile en fait que vous voyez sur le dessin, où chaque élément va venir contrôler un autre élément. Voilà. Et entre l'engendrement et le contrôle, eh bien, ça permet d'avoir un équilibre, une harmonie également à travers tous les éléments. Je suis d'accord donc avec Patricia qui vient de nous envoyer un petit message qui dit que c'est une observation basée sur la nature. Absolument, c'est exactement ça. C'est une observation basée sur la nature. Tout à fait, Patricia. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Je rebondis sur ce que vous dites, Patricia, parce que quand on étudie dans la médecine traditionnelle chinoise, par exemple, certains signes et certains symptômes, souvent on prenait les personnes qui ont des tremblements. D'accord? Eh bien, souvent les personnes qui ont des tremblements, dans notre jargon en médecine chinoise, on va dire que eh bien, ce sont des personnes qui ont des problématiques liées au vent. Voilà, ce qu'on appelle le vent interne. Voilà. Et donc, ça va générer des tremblements dans le corps. Okay, et quand on regarde à l'extérieur, et d'ailleurs quand je fais ce genre de cours avec mes étudiants et que j'ai un petit peu de chance, ce jour-là, il y a des arbres et il y a un petit peu de vent, et ça m'arrange, d'ailleurs, parce que ça nous permet d'aller observer, eh bien, je leur dis, ben, regardez ce qui se passe, regardez l'arbre, et dites-moi ce qui se passe. Et forcément, quand le vent va souffler dans les branches, eh bien, les branches, elles vont se mettre à faire ça. D'accord? Un petit peu comme un tremblement. Vous voyez? Donc, on en revient effectivement à cette observation de la nature et cette notion du tremblement par rapport au vent. Voilà. Alors ensuite, le chi, eh bien, le chi, en fait, on dit qu'il englobe tout l'univers et qu'il va relier tous les êtres entre eux. Voilà. Donc, autant dans la médecine traditionnelle chinoise, eh bien, nous allons nous occuper de faire en sorte que l'énergie circule correctement, qu'elle ne soit ni ce qu'on appelle en plénitude, ni en faiblesse, ok, mais qu'elle soit bien équilibrée, qu'elle circule tranquillement, juste ce qu'il faut, à la bonne vitesse. Voilà. Eh bien, il en est exactement de même dans l'habitat. Hein, c'est-à-dire que le feng shui va permettre d'agir sur la qualité et la bonne circulation de l'énergie dans l'habitat. Parce qu'en fait, ce qui va nous intéresser, c'est effectivement de faire en sorte que l'énergie circule bien et de façon correcte dans notre habitat, sans obstacle, sans être gêné. Voilà, que cette énergie ne se mette pas à stagner, par exemple, dans un coin de pièce ou quelque part. Alors, les 3 écoles du feng shui. Souvent, jusqu'il y a encore quelques années, je trouvais, on nous parlait beaucoup d'une école qu'on appelle l'école de la forme. Voilà. Hein, l'école de la forme est une école effectivement du feng shui, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'école de la boussole et donc l'école des étoiles volantes. Voilà. Donc en fait, l'école de la forme va étudier l'environnement, le paysage et la configuration de l'habitation. Voilà. L'école de la boussole et des 8 aspirations va étudier l'influence du chi sur notre habitat et la manière dont un individu va répondre à certaines sollicitations énergétiques. Voilà. Et puis l'école des étoiles volantes va étudier le karma de l'habitat. Voilà. Alors ça, c'est assez intéressant parce que pour faire une bonne étude feng shui, de toute façon, il est important quand même de tenir compte des 3 écoles. Hein. Quand vous faites une étude feng shui, c'est un peu comme un millefeuille. Hein. Vous avez plusieurs couches sur lesquelles vous allez travailler qui vont se superposer. Voilà. Alors, avant de démarrer toute chose, en feng shui, bien sûr, eh bien, pour pouvoir voir aussi comment
va évoluer et comment on peut faire évoluer là où le ou les habitants d'une habitation, eh bien, on va calculer ce qu'on appelle son chiffre quoi. Voilà. Donc, le chiffre quoi, en fait, c'est quand même un chiffre assez important. C'est quelque chose qui va être calculé en fonction de notre année de naissance. Et le chiffre quoi va être orienté donc à une orientation et à une surface. Voilà, c'est-à-dire qu'il va nous donner nos directions favorables et défavorables. Par exemple, peut-être que moi, ma direction favorable pour dormir et pour travailler derrière mon bureau, pour vous parler en ce moment, peut-être que ce sera l'Est en ce qui me concerne. Voilà. Mais peut-être que pour Muriel, ce sera le Sud, sa direction favorable. Voilà. Donc, et ça va être important de le savoir parce que on peut rentrer dans des vraies complexités en fait. Le feng shui, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que, imaginons que moi, ma direction favorable, ce soit l'Est, et puis que, on va dire, mon épouse, eh bien, elle, sa direction favorable, ce soit l'Ouest ou le Sud. Eh bien, pour placer le lit dans la chambre à coucher, pour être dans nos directions, ça va être compliqué. Donc, il va falloir trouver des compromis. Voilà. Donc, ce n'est pas toujours si simple que ça, en fait. Voilà. Donc, comme c'est marqué sur la diapositive, les directions favorables et défavorables du chiffre quoi vous indiquent les manières de vous positionner au mieux dans votre habitat afin de profiter des courants énergétiques positifs et booster sa santé, sa chance, notamment position du lit, du bureau, de la cuisinière, etc. Voilà. Ça permet également de déterminer notre élément, les grands traits de notre personnalité, et votre rapport aux autres éléments et donc aux autres personnes également. Donc, ce chiffre quoi, il va être très, très, très important. Voilà. Alors ça, c'est, je dirais, c'est juste un petit exemple comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis aussi, quand j'ai préparé cette intervention, inspiré donc d'une étude que j'avais fait. Donc forcément, bien sûr, j'ai complètement tronqué les informations sur la diapositive. Je ne connais pas de Bernardo, si ce n'est celui qui évolue avec un personnage fictif très célèbre qui porte un masque et une cape. Voilà. Donc en fait, quand je fais une étude, au niveau du feng shui, bon, bien sûr, on prend l'adresse de la personne, le jour de la visite, l'heure, etc. Et puis le millésime de l'habitation. Donc actuellement, nous sommes sur des millésimes en 8. Et ça va être important pour calculer pour la suite, en fait, les millésimes, notamment avec les étoiles. Voilà. Et puis l'orientation de ce qu'on appelle la façade active. Alors là, cette orientation, je vous ai mis un chiffre complètement au hasard. Là, voilà, il n'y a pas de réalité là, puisque j'ai tronqué toutes les infos là-dessus. Mais ce chiffre, par exemple, que j'ai mis là, 291, eh bien, correspond, par exemple, à une mesure boussole qui aurait pu être faite sur la façade qui amène le plus d'énergie, qui amène le plus de yang, le plus de clarté, de luminosité. Voilà. Et ensuite, ce chiffre eh bien, va nous permettre de tracer nos plans, puisque quand on fait une étude Feng Shui, eh bien, on travaille, bien sûr, on va visiter l'habitat, ça c'est obligatoire, mais on va travailler ensuite, et puis il faut qu'on prenne les mesures boussole dans l'habitat, on n'a pas le choix, et ensuite on va travailler sur plan. Voilà. Donc ça nous permet de travailler sur plan, de tracer notre centre également sur le plan, et puis ensuite de disposer ce qu'on appelle notre loshu, que nous allons découvrir tout à l'heure. Voilà. Et vous voyez, donc j'ai remis donc le chiffre quoi. Bernardo, bien sûr, sa profession, c'est Premier ministre. Je ne sais pas quel pays d'ailleurs. Et son chiffre quoi, bon, je vous ai mis le 9. Voilà, ce chiffre quoi qui est important. Alors Bernardo, donc, avec son chiffre quoi 9, qui correspond au feu, donc à l'élément du feu. Donc, on voit bien que sur la diapositive, eh bien, on a mis que son élément, c'était le feu, que les éléments qui vont le nourrir, eh bien, ça va être le bois, puisque le bois nourrit le feu dans les 5 éléments. Vous voyez, on en revient là, on est complètement dans les 5 éléments, là, actuellement.
d'accord? D'où leur importance également. Les éléments qui vont l'affaiblir, Bernardo, eh bien, ce sera la terre. Et puis, l'élément qui vont contrôler Bernardo, ce sera l'eau. Voilà, dans le cycle des 5 éléments. Hein. Donc, ensuite, j'ai fait apparaître là, autour du chiffre 9, des petits carrés avec des directions et des intitulés dans les directions. Par exemple, au nord, ça va être la case de l'amour. Au sud, ça va être l'harmonie. Hein, donc l'harmonie. Au sud-ouest, par contre, c'est pas forcément une direction superbe, hein, puisque c'est les situries, c'est l'infortune, etc., etc. Voilà. Par contre, sa direction à l'est, c'est le pro, c'est le succès, c'est toutes ces bonnes choses. Voilà. Donc, on va voir peut-être plus en détail sur la diapositive qui suit. Voilà, donc c'était pas celle-ci, mais tout à l'heure, on va avoir une diapositive un peu plus parlante. Voilà. Hein. Donc, les 4 orientations favorables de Bernardo, en fait, eh bien, ce sera dans la case prospérité, santé. On dira que c'est sa meilleure direction. Celle qui va amener le plus d'énergie et qui va comporter la notion d'être au bon endroit et au bon moment. Ensuite, nous avons la case santé, qui va représenter l'énergie, qui va apporter la guérison et la régénération. Ensuite, la case amour, c'est la direction associée à la longévité, aux relations harmonieuses et à l'amour. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, au niveau de la case harmonie, c'est cette direction qui va offrir une protection, une pensée claire et une vie favorable et décente. Je veux bien qu'on revienne peut-être, Muriel, sur la diapositive précédente. Voilà. Alors, ici, hein, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, juste pour reprendre un exemple, hein, on voit bien que la direction pour, par exemple, l'amour pour Bernardo, eh bien, ce sera au nord. Voilà. On peut revenir après. Voilà. On peut passer là. Voilà, la diapo. On peut passer celle-ci également. Merci. Et puis, les orientations défavorables de Bernardo, eh bien, ce sera ce qu'on appelle l'orientation, donc la perte totale. Hein, donc, c'est la direction des plus mauvais augures. C'est celle qui comporte notre mission de vie, ce sur quoi il nous faut travailler. Donc là, on a vu que voilà, on avait une direction qui n'était pas terrible pour lui. Hein, si on se reporte encore à la diapo précédente, hein, parce que je n'ai pas reporté les directions. Les situries, c'est une position qui va signifier un événement regretté 6 fois, lieu où règne la loi de la poisse. Hein, donc, c'est pas terrible quand on se situe dans cette direction. Donc, imaginez d'ailleurs que vous positionniez, parce que bon, là, ça a été effectivement, je dirais, suite à tout ce que nous venons de vivre, il y a eu beaucoup de télétravail. Donc, beaucoup de gens qui ont travaillé depuis chez eux, notamment. Donc, imaginez que vous ayez effectivement positionné, malgré vous, bien sûr, votre bureau à la maison dans lequel vous allez travailler, ou même sur votre lieu de travail d'ailleurs, hein, dans une de ces directions. Ne vous étonnez pas s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, hein, au niveau professionnel notamment. D'accord ? Voilà. Donc, les 5 fantômes, c'est une direction qui va être associée aux phobies, au Discord. Donc là, imaginez que vous ayez votre bureau dans votre coworking, eh bien, dans cette direction, ne vous étonnez pas si effectivement il y a des problématiques avec vos collègues de travail aussi. Et puis la malchance, c'est la plus faible des augures, des augures défavorables. Hein, cette direction va rendre, on dit qu'elle rend irritable. Voilà, c'est ça. Ça agace, ça énerve. Hein. Voilà. Alors peut-être qu'il y en a qui sont en train de se poser plein de questions chez eux en se disant « Oh là 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 là, mais comment je suis orienté ?» Et puis vous allez peut-être vous reconnaître aussi, hein, sur certains points également. Mais dites-vous bien que le Feng Shui peut changer votre vie. Et je ne pèse pas mes mots en disant ça. Voilà, hein, ça c'est vraiment important de savoir, hein, également. Voilà, donc on peut… Voilà, donc ici, c'est dommage, là, sur le rendu, je ne sais pas comment vous l'avez, moi c'est un peu pixelisé. Non, c'est bon, c'est en train de reprendre toute sa forme. Parfait. Donc là, voilà, ça c'est ce que je remets généralement aux personnes qui viennent me consulter en Feng Shui. Ça leur permet
je trouve que c'est assez ludique en fait, hein. Ça leur permet d'avoir une bonne visibilité justement sur les directions possibles du lit en fait ou du placement du bureau. Voilà. Donc, par exemple, pour Bernardo, eh bien, vous voyez, on avait vu que notamment au nord ou au sud, eh bien, c'était des bonnes directions hein, pour lui tout à l'heure dans la diapositive précédente. Donc là, si par exemple Bernardo veut développer des choses, imaginons qu'il soit célibataire, qu'il a envie de rencontrer quelqu'un, ce sera plutôt pas mal s'il place sa tête au nord, puisqu'on a vu que c'était dans la direction pour lui, je dis bien pour lui, hein, partez pas bien en tête en disant « Oh, nord, c'est la case de l'amour ». Non, non, ça fonctionne pas comme ça du tout, puisque là, c'est quelque chose de personnalisé. Pour une autre personne, ce sera peut-être dans une autre direction. OK ? Voilà, donc c'est pour ça qu'on fait des études. Sinon, c'est trop simple. OK ? Donc, donc ici, au nord, eh bien, effectivement, pour lui, ce sera la case de l'amour, etc. Au sud, ce sera l'harmonie, les sentiments, la pensée. Et également, il a aussi une direction favorable pour sa santé dans la direction sud-est. Donc, s'il veut, effectivement, s'il a des petits soucis au niveau santé et qu'il veut travailler dessus, ça peut être une direction favorable. Ensuite, ça va être aussi une question de choix qui peut être faite. Alors, quand on est seul, c'est facile. Quand on est à plusieurs, ça peut être plus compliqué, sauf un coup de bol, où effectivement, tout le monde a la même direction ou les mêmes directions favorables. Mais ça, c'est rare. Et idem pour le bureau, en fait. On retrouve effectivement, je dirais, les directions favorables pour le bureau. Voilà. Donc, en fait, on avait vu qu'il y avait une perte totale, ce qu'on voyait dans le nord-est. Alors, je l'ai représenté par une grosse étoile noire. Donc, en fait, le secteur de la perte totale nous indique notre mission de vie, ce sur quoi nous allons devoir travailler durant notre vie. C'est karmique. Donc, la perte totale de Bernardo se situe dans le secteur nord-ouest. Voilà. Donc, Bernardo doit éviter de se mettre face à cette direction, d'avoir la tête de lit dans cette direction et de stationner longtemps dans ce secteur. Sinon, il va lui tomber des petites choses dessus qui ne vont pas forcément être des plus sympathiques. Voilà. Alors, bon, là, on ne va pas tout lire. Hein, voilà, j'ai fait le choix de laisser la diapositive. Hein, c'est juste pour vous donner une idée un petit peu d'un compte-rendu Feng Shui pour certaines personnes. Donc là, l'organe, par contre, à travailler pour Bernardo, eh bien, ce sera le cœur et l'intestin grêle. Voilà. Hein, donc, on dit que les personnes feu aiment être stimulées, ne supportent pas l'ennui. Ils sont soucieux de leur bien-être, fougueux, sûrs d'eux et décidés. Hein. Donc, si on doit juste regarder là, le haut de la diapositive, hein, donc, on dit qu'ils sont actifs, ambitieux, ils sont nés pour vaincre et peu enclins à renoncer à un projet, même s'il y a de nombreux obstacles et rarement perdants et parvient le plus souvent au succès. Voilà, on dit que ce sont des meneurs agressifs, doués pour commander, qui possèdent une grande énergie, qui irradient de la chaleur humaine, très agréable, ils vont attirer les autres, etc., etc. Hein, c'est-à-dire que à travers ça, ce que je voulais juste vous montrer, c'est que le Feng Shui, de toute façon, on ne peut pas mentir. Vous pourrez, en fait, je suis désolé de vous le dire, hein, mais vous pourrez raconter ce que vous voulez lors de l'entretien à votre consultant Feng Shui, d'accord, à la personne qui va venir vous faire l'étude. De toute façon, quand il va commencer à calculer votre chiffre quoi, à regarder la place des étoiles dans votre habitation, je suis désolé, mais il n'y a plus de secret. Dans une habitation, on voit tout ce qui se passe. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, je vous rassure, c'est pas Madame Soleil dans Télé 7 jours, ok. C'est juste que voilà, de toute façon, c'est écrit. Voilà, c'est écrit dans votre habitation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, quoi qu'il en soit, l'habitation, elle est là pour nous faire vivre quelque chose. Elle est aussi là pour nous apprendre quelque chose. Hein. On se berce d'illusions en se disant que c'est nous qui choisissons notre habitation. Ben, au final, pas tant que ça. C'est souvent notre habitation qui nous choisit. Voilà, qui nous permet d'entrer, justement. Parce que nous avons des choses à vivre dans cette habitation. Nous avons des choses à comprendre.
Voilà, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, nous avons des choses à vivre. Alors, des fois, on se dit, oh là là, mais j'ai tout le temps la poisse et tout. Là, bah ouais, manque de bol, j'ai mis mon lit sous mes étoiles de malchance. Et là, il m'arrive que des poisses, que des galères. Mais en définitive, qu'est-ce que je dois apprendre de ça? Qu'est-ce que je dois comprendre? Voilà, c'est aussi toutes ces questions qu'il faut se poser. Hein. Parce que de toute façon, on va le voir tout à l'heure, mais des étoiles négatives et des étoiles positives, vous en aurez toujours. Bon, et ce, quelle que soit l'habitation. C'est ensuite comment est-ce que l'on vit avec et qu'est-ce que l'on fait pour y remédier. Voilà, par rapport aux étoiles négatives. C'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Voilà. Donc, c'est pour ça que votre consultant Feng Shui, de toute façon, est là pour vous aider, des fois, à y voir plus clair, parce que forcément, le Feng Shui, c'est quand même une science à la fois simple et complexe, mais néanmoins qu'il faut comprendre et articuler correctement. Voilà. Et bien sûr, il faut faire preuve quand même de beaucoup d'ouverture. Et une fois qu'on a compris effectivement ce qui se passait dans notre habitat, bien, ça nous permet aussi de comprendre beaucoup de choses sur nous et sur notre chemin de vie aussi. Donc, tout ça pour dire que peu importe ce qui se passe dans votre habitat, peu importe ce qui se passe pour vous, il n'y a rien de négatif, hein, puisqu'on est là pour apprendre quelque chose aussi. Voilà. Au niveau de l'habitat, et l'habitat est là pour nous apprendre quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'il faille être complètement maso, hein, c'est-à-dire qu'il arrive un moment, quand on a conscience des choses, eh bien, il faut aussi faire en sorte que ces choses changent de façon positive. On n'est pas là pour se mettre des coups de fouet du matin au soir non plus. Hein. Je crois qu'on est tous pareils. On a envie de choses sympas et on a envie d'être content, heureux et de se marrer tous les jours dès le matin au réveil. Voilà, ça c'est plutôt pas mal quand même, et de vivre pleinement ce que nous avons à vivre dans l'instant, c'est-à-dire dans l'instant présent. Voilà. Alors, dans notre habitat, eh bien, nous avons ce que nous appelons des animaux symboliques, hein, qu'on appelle également les influences extérieures. On les appelle les 4 gardiens de la maison. Voilà. Donc, les animaux symboliques, hein, vous pouvez les reconnaître. Hein, nous avons un dragon, un phénix, une tortue et un tigre. Donc, souvent, la tortue, en fait, c'est ce qui va vraiment représenter l'assise. Hein. Elle est derrière la maison. Le phénix est devant et le dragon et le tigre de chaque côté de la maison. Hein. Donc, les animaux symboliques, également appelés animaux célestes, vont influencer votre habitat et vont être matérialisés, pardon, voilà, je vais y arriver, par l'environnement extérieur, c'est-à-dire, par exemple, des montagnes, des immeubles, d'autres maisons, la végétation environnante, etc., etc. Tout ce qu'il y a autour de votre habitat. Voilà. Donc, leur lecture va se faire lorsque nous sommes dans le lieu de vie et que nous regardons vers l'avant de l'habitation. Donc, les 4 animaux symboliques vont symboliser les montagnes, les collines, les bâtiments, etc., etc. Voilà. Et ils vont effectivement avoir une incidence sur la bonne énergie autour de notre lieu d'habitat et de notre site. Alors, par exemple, la tortue, en fait, va représenter le soutien, elle va représenter la santé, la longévité, la solidité de la famille. D'accord. Normalement, la tortue, on dit qu'elle est à l'opposé de la façade, c'est-à-dire qu'elle est derrière votre maison. OK. À l'opposé de votre façade, et la tortue est le plus haut des animaux symboliques. Elle assure la protection et l'assise, cette tortue. Alors d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que cette tortue, par exemple, quand on fait le feng shui des affaires, le feng shui de l'entreprise, voilà, eh bien, vous pouvez aussi la symboliser derrière votre bureau, cette tortue. Hein. Il y a par exemple, si vous avez, alors ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui, moi c'est plutôt une petite tortue moyenne hein, sur mon siège, mais quand vous avez un siège de bureau, eh bien, il faut normalement s'assurer que le siège monte assez haut, justement, pour vous assurer une bonne assise et une bonne protection lorsque vous travaillez. Voyez. Donc, ça peut aller dans ce genre de détails, en fait. Hein. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et si vous travaillez, par exemple, assis sur un tabouret, derrière votre bureau, eh bien, vous n'avez pas une bonne tortue qui va assurer votre protection. Voilà. Vous n'avez pas une bonne tortue qui va assurer votre soutien sur un tabouret. Donc, évitez de travailler sur un tabouret.
Le phénix, en fait, c'est la reconnaissance, c'est la renommée, ce sont les opportunités. On dit que c'est le symbole de tous les possibles, le phénix. Hein. Donc, il est en façade de la maison, donc le phénix doit être clair et dégagé. Il ouvre sur le monde et collecte l'énergie, le phénix. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans votre habitat, si devant vous avez un gros tas d'ordures ou les poubelles qui stationnent, voire, comme ça nous arrive des fois, hein, en se baladant, on passe devant des maisons, on se dit « Oh là là, mais quel bazar là, vous avez des tas de ferrailles, des machins, des gros trucs, il y en a dans tous les sens. » Là, le phénix, il est complètement bouché et vous étonnez pas si, au niveau énergétique, dans votre maison, c'est un peu, c'est pas la joie, quoi, hein, c'est un peu la galère quand même. Hein. Voilà, donc, de toute façon, une des bases du Feng Shui, c'est le rangement. Hein, c'est d'avoir quelque chose de clair autour de nous. D'accord? Mais le rangement vivant, hein, pas le rangement qui ressemble à, je dirais, à une chambre d'hôpital non plus. Hein. OK? Donc voilà, il faut que l'énergie circule correctement. Hein. Donc, si vous en avez partout, que ce soit dans les coins de votre habitat, devant votre maison, sur les côtés, n'importe où, commencez par sortir vos sacs poubelles et puis à faire le tri et à ranger. Voilà. Et ça, déjà, l'énergie va mieux circuler. Donc, base du Feng Shui, une maison claire et propre, le rangement. Voilà. Ça, c'est les bases. Voilà. Donc, ensuite, le tigre va symboliser le féminin, la communication, la créativité, la protection des enfants. Hein. Donc, à gauche, le tigre renforce l'autorité et la position sociale. OK ? À droite, le dragon va symboliser le masculin, la réussite professionnelle, la chance, la protection, la stabilité. C'est un symbole, c'est le symbole de la bonne destinée. Hein. Donc, là, quand vous regardez un petit peu les plans, imaginez que la maison du milieu, c'est la maison de référence. Donc, on voit que derrière, elle a une bonne assise, elle est protégée par les bâtiments, donc par les immeubles, avec la tortue. Et on voit que le dragon est légèrement plus haut que le tigre. C'est-à-dire que votre dragon doit toujours être légèrement plus haut que votre tigre, et pas l'inverse. Voilà. Sinon, ça va amener des déséquilibres également. Ensuite, tout autour de l'environnement, il est aussi important qu'il y ait des choses. Par exemple, imaginez que à côté de votre tigre, eh bien, il n'y ait plus rien. Ce soit, je dirais, je ne vais pas dire un terrain vague, mais un grand champ, voire même qui descend. Vous étonnez pas si la personne qui est influencée par le tigre dans la maison a envie de partir. Il doit toujours y avoir quelque chose qui retient, que ce soit le tigre ou le dragon. D'accord? Le dragon, c'est le masculin, c'est la place de l'homme dans la maison. Mais le tigre, c'est le féminin, c'est la place de la femme dans la maison également. Donc le tigre, pour la bonne harmonie du couple, une des clés de la bonne harmonie du couple aussi, eh bien, il faut que le tigre et le dragon soient bien également équilibrés aussi. Voilà, donc voilà. Alors, par exemple, là, eh bien, c'est pareil, hein, c'est tiré d'une étude que j'ai faite. C'est la circulation du qi dans l'environnement. Hein. Donc, le qi apporté, là, j'ai regardé un petit peu d'où venait l'énergie. Hein. Donc, par rapport aux rues qui se trouvaient, et pour voir comment elle arrivait. Donc, la rue principale, là, alors je n'ai pas de curseur pour vous montrer, mais la rue principale qui effectivement, merci, voilà, qui est là, je sais que c'est une rue où il y a beaucoup de passages au niveau voiture. Donc, c'est une rue où il y a quand même une circulation d'énergie qui est assez dense également, hein, au niveau de l'environnement de l'habitat. D'accord? C'est une rue où l'énergie circule rapidement, un peu comme une autoroute. Bon, là, on n'est pas sur une autoroute. Forcément, nous sommes en ville. OK? Mais une autoroute, c'est quand même un chemin où l'énergie circule très, 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 très vite. Trop vite, d'ailleurs. D'accord? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand l'énergie va dans l'impasse, eh bien, cette énergie est légèrement ralentie. Voilà. Est légèrement ralentie jusqu'à rentrer dans l'immeuble. Voilà. Et ensuite, voilà. Donc déjà, ça nous donne une petite idée de comment arrive l'énergie dans l'habitat grâce à l'environnement. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
souvent, les gens vous disent « Ah, le feng shui, c'est de la décoration pour sa maison ou son appartement. » Eh bien non. Le feng shui, ce n'est pas de la décoration. D'accord? Et il y a effectivement l'étude même de l'appartement ou de l'intérieur de l'appartement ou de l'intérieur de la maison. Mais très important aussi, il y a, je dirais, l'observation et l'étude de tout l'environnement autour de cette maison, autour de cette habitation. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que nous allons voir dans les diapos qui suivent. Voilà. Donc ici, vous voyez, quand on commence notre étude Feng Shui, eh bien, on se réfère à 3 cercles. Voilà. Donc il y a un premier cercle qui est assez proche en fait de, je dirais, du lieu que nous sommes en train d'expertiser, qui va représenter le présent. Hein, le présent, c'est ce qui va se voir, c'est ce que l'on veut montrer aux gens, c'est ce qui est immédiatement visible, c'est ce qui se voit et c'est ce que les gens pensent de nous. Voilà, c'est ce que l'on voit tout de suite. Hein, vous arrivez devant une belle propriété, je sais pas, voilà, vous allez arriver devant l'Élysée ou le château de Versailles. Tout de suite, quand vous êtes à côté, vous allez voir cette espèce de grand château, le château de Chambord, par exemple, moi qui suis en Touraine, ce qui n'est pas très loin. Eh bien, tout de suite, vous allez dire, waouh, vous allez avoir une première idée. Vous allez penser quelque chose, vous allez dire, ah, bah, ceux qui habitent là, quand même, ça va, ça se passe bien, quoi, hein, au château de Chambord, hein, etc., etc. D'accord? Donc, vous allez de toute façon, en regardant l'habitat, avoir une idée, votre idée d'ailleurs, de ce que vous pensez des personnes qui y sont. Voilà. Ensuite, le deuxième cercle, sur la prochaine, voilà, est un cercle un peu plus éloigné. Voilà. Donc, c'est un cercle qui va représenter le futur proche. C'est ce que vont ressentir les habitants du lieu, c'est-à-dire c'est le ressenti et les émotions. Voilà. Et tout ça, ça va être influencé, vous voyez, autour de ce cercle qui est quand même assez large, par tout ce qu'il y a autour. Voilà. Alors, vous voyez, je ne l'ai pas dit sur la diapo précédente, hein, j'avais replacé les animaux symboliques dessus. Et ces animaux symboliques, voilà, ici, bah, nous donnent une idée de la tortue, l'idée du tigre, du dragon et du phénix. Voilà. Donc, on va... Voilà. Et là, on refait la même chose sur ce cercle un peu plus éloigné par rapport à ce futur proche. Et bien sûr, vous le voyez sur le côté de la diapositive, eh bien, en fonction de l'environnement, des animaux symboliques, on va en tirer des conclusions. Voilà, et des interprétations. Donc là, c'est intéressant parce que, alors, voilà, alors là, sur ce troisième cercle, c'est ce qu'on appelle le futur. Bon, voilà, on peut revenir sur le troisième cercle. C'est ce qu'on appelle le futur éloigné, c'est-à-dire c'est la réalité. Voilà. C'est la réalité de l'influence de ce que vivent déjà pleinement les personnes dans l'habitat. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a plein de choses sympathiques. Donc, il y a effectivement des immeubles, mais on voit qu'il y a un grand parc aussi. Et dans ce grand parc, eh bien, il y a des arbres, il y a de l'eau. Alors, pour connaître ce parc, je sais que nous ne sommes pas non plus sur une eau stagnante, hein, puisque ça circule. Il y a des petits ruisseaux, il y a ce genre de choses. Là, ça ne se voit pas. Et tout ça, c'est important, voire même, on peut même se déplacer à pied pour aller voir de plus près, si vraiment on veut faire son travail sérieusement, et pas uniquement se contenter des photos de Google Maps. Hein. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Et là, si effectivement on prend le temps de se déplacer, d'aller voir un petit peu tout ça, alors ça prend du temps forcément, mais jusque-là, c'est normal. Hein. Eh bien, si on veut faire son travail sérieusement, effectivement, il faut aussi y consacrer du temps. Eh bien, ça nous donne aussi une idée, hein, de l'environnement, de ce que peuvent vivre les personnes. Et puis, on va aussi sentir, on va ressentir. Hein, n'oubliez pas que nous sommes de véritables antennes aussi. Hein, ça, notamment, Philippe Cissé, qui fait la géobiologie et qui intervient également sur le canal de l'âme, va vous en parler très très bien de cette notion d'antenne telle que nous sommes. Donc, nous ressentons aussi l'environnement. C'est comme lorsque nous entrons dans un lieu. Eh bien, on ressent. Hein, il y a des lieux, on va se sentir super bien, ça va être génial, on a envie de rester. Puis, il y a certains lieux, on rentre, paf, ça y est, on se sent complètement oppressé, on se sent pas bien, on n'a qu'une envie au bout de 3 minutes, même si on n'a pas commencé les petits fours et l'apéro, c'est déjà de partir, même si les gens sont très sympathiques. Vous voyez? Donc voilà, mais ça, c'est une réalité que nous avons tous vécue, de toute façon. Voilà.
Donc voilà, donc les 3 cercles aussi sont très importants entre le présent, le futur et ce que les gens pensent de nous. Voilà. Alors ensuite, lorsque l'on parle des étoiles volantes, hein, pour faire une brève présentation des étoiles volantes, eh bien, les étoiles volantes, on dit qu'elles sont rattachées à la grande ours. Hein. Donc, en feng shui, en fait, on va calculer l'influence qu'ont ces étoiles, que vont avoir ces étoiles sur un site. D'accord? Donc, les étoiles volantes, en fait, vont nous donner les clés pour comprendre le potentiel d'un endroit. D'accord? On dit qu'elles sont liées à l'espace et au temps. Hein. C'est la personnalité de votre maison, ça va être le karma de la maison. Voilà. Donc, les étoiles vont raconter ce que votre habitation va vous faire vivre. Hein. Donc, c'est là où, grâce aux étoiles, eh bien, nous allons comprendre ce que vivent les personnes dans l'habitat. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous disais, mais de toute façon, la personne, elle peut nous dire au final, en fait, ce qu'elle veut. Nous, derrière, à travers l'expertise et l'étude de la maison, on va vraiment voir la réalité de la situation. Voilà. Donc, en manipulant l'énergie, c'est-à-dire le chi, correspondant à chacune des étoiles, on va optimiser la qualité d'un espace. Hein. Donc, l'interprétation des étoiles volantes, va permettre de comprendre le potentiel d'un lieu et d'anticiper sur la manière dont ses occupants vont réagir à cet espace. Donc, les étoiles volantes, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. C'est pour ça que tout à l'heure, je sais que certains ne font que l'école de la forme, mais si vraiment on veut une étude Feng Shui, l'école de la forme, c'est très bien. Hein. Attention, je ne me permettrai jamais de dire quoi que ce soit, mais ce ne sera pas suffisant. Hein. Il va nous falloir la boussole, il va nous falloir les étoiles, il faut tout expertiser hein, dans le moindre détail. Voilà. Bon, ça, c'est un exemple de plan que j'ai ressorti. Donc, en fait, quand on arrive… alors là, la personne n'avait pas pu me fournir les plans, donc je les ai redessinés moi-même en prenant les mesures, etc. Donc, sinon, bien sûr, le mieux, c'est quand la personne vous donne les plans. Là, il n'y a pas mieux. Hein. Voilà. Donc ici, eh bien, après avoir effectivement observé l'environnement, d'accord, de l'habitat, eh bien, à travers les plans, ensuite, on va calculer ce qu'on appelle le centre au niveau du plan. On va regarder s'il y a des zones de manque, etc., etc. Enfin bon, il y a toute une observation encore qui va se faire. Et puis, après avoir calculé le ou les chiffres quoi des occupants, eh bien, on va regarder un petit peu, on va regarder le calcul des étoiles et où est-ce qu'elles sont placées, de quelle façon elles sont placées, de quelle façon elles s'articulent également, et aussi quelle influence ensuite elles vont avoir sur les personnes en fonction des différentes pièces, que ce soit la cuisine, la chambre à coucher, etc., etc. Et en fonction des combinaisons d'étoiles, d'ailleurs, par exemple, vous prenez votre cuisine, eh bien, vous n'allez pas forcément placer votre gazinière n'importe où, ni même le robinet d'eau, d'accord? Mais tout ça, on pourra savoir où les placer en fonction du calcul des étoiles. Voilà, parce que quelles sont les étoiles qui arrivent dans ma cuisine, comment elles influencent ma cuisine, par exemple, etc., etc. Idem dans ma chambre à coucher. Hein, quelles sont les étoiles que j'ai au-dessus de mon lit? Ça aussi, ça va être important. D'accord? Donc, parce que là, je peux vous assurer que si vous avez des étoiles pas top au-dessus de votre lit, ne vous étonnez pas si c'est le bazar dans votre couple. Voilà, jusque-là, tout est normal. Okay. Par contre, si vous avez des super étoiles, je ne vais pas non plus passer mon temps à vous parler des choses négatives, parce que les choses positives existent aussi et elles ont le mérite d'être soulignées quand même. D'accord? Mais si vous avez des super étoiles au-dessus de votre chambre à coucher, mais je peux vous assurer que vous allez vivre un amour idyllique jusqu'à la fin de votre vie. Voilà. Et ça, c'est que du bonheur, quoi qu'il en soit. Voilà. Donc ensuite, vous avez vu que là, j'ai placé donc sur le premier plan en noir 4 étoiles. Hein, donc les 4 étoiles, justement, les étoiles de malchance, de perte totale, les 5 fantômes et les 6 tueries qu'on a vues précédemment, tout à l'heure dans une autre diapositive. Et puis, ensuite, sur le plan d'à côté, il y a tout un tas de chiffres en fait qui correspondent au numéro des étoiles, avec les étoiles favorables et les étoiles défavorables, et donc les différentes combinaisons.
vous pouvez remarquer également que sur le plan, j'ai tracé donc un espèce de grand carré à 9 cases qu'on appelle le lochou. OK? Eh bien, là, ça nous donne nos directions. Les directions, bien sûr, bah, ça correspond aussi aux pièces de l'habitat, aux différentes pièces de l'habitat. Et ça nous permet de voir bah, comment sont placées les étoiles en fonction de ces cases et dans quelles cases tombent les bonnes ou les mauvaises étoiles, ou voir de temps en temps des bonnes et des mauvaises. Voilà. Et suite à ça, eh bien, on peut en tirer des conclusions et effectivement travailler avec les personnes. Voilà. Alors, bon, ça c'est juste une... on va prendre... tiens, je veux bien que tu reviennes sur la diapo précédente, Muriel, s'il te plaît. Voilà, donc sur cette diapo-là, vous pouvez voir que sur... voilà, celle d'après, c'est l'ouest, hein, que j'ai pris comme référence. Sur l'ouest, ici, là où on voit les 5 fantômes, eh bien, voilà, on a donc les étoiles 4, 3 et 1. Voilà, qu'on va donc retrouver sur la diapo suivante. Voilà. Donc, chaque étoile porte un nom. Donc, il y a ce qu'on appelle les étoiles de montagne, en fait, d'accord, les étoiles montagne, les étoiles donc, du millésime également. L'étoile du millésime, c'est plutôt celle qui va être au centre et qui va être considérée comme ce qu'on appelle l'étoile du temps, d'accord. Et puis, on a ce qu'on appelle également l'étoile façade aussi, qu'on appelle également l'étoile d'eau aussi, et puis l'étoile montagne qu'on appelle également l'étoile montagne ou l'étoile astre. Hein. Donc, voilà. Donc, l'étoile façade, en fait, c'est l'étoile qui va nous marquer d'où vient l'énergie notamment. Et puis ensuite, entre l'étoile montagne et l'étoile eau, eh bien, il y aura une petite différence puisque l'étoile eau va, eh bien, on va activer par cette étoile par l'activité, en fait. Hein. Et alors que l'étoile montagne, on va l'activer je dirais, par le calme et le silence. Voilà. Hein, puisque là, eh bien, l'étoile montagne va plus être quelque chose d'assez yin, et l'étoile d'eau, hein, l'eau, c'est quelque chose en mouvement, donc ça va être une étoile plutôt yang. Voilà. Donc là, on regarde, vous voyez, quand on fait une étude, on regarde un petit peu la combinaison des étoiles. Donc, on a une étoile en 4 et 3 qui va représenter l'apport d'argent, la force et la dignité. Ensuite, on a vu que dans les combinaisons, on a aussi la combinaison 4-1, en fait, montagne millésime. Hein, donc, c'est une configuration très favorable qui va représenter la richesse et la gloire. Voilà. Donc, elle va être favorable pour tout ce qui demande un don relationnel, et y compris sentimental. Voilà. Donc, généralement, si le couple est stable, on va éviter d'activer cette zone. Car bah, c'est pas la peine d'y toucher si tout se passe bien. Quoi. Hein, voilà. Donc, on dit également que dans cette zone, on ne va pas rajouter une source d'eau trop rapide, mais à contrario, plutôt une source d'eau douce pourra favoriser la zone et activer les effets bénéfiques. Vous voyez, donc la force de l'eau, en fait, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément mettre une grosse fontaine avec de l'eau qui coule, mais plutôt quelque chose de beaucoup plus calme, peut-être un petit aquarium ou ce genre de choses. Voilà. Ensuite, la façade millésime, la combinaison 3-1, en façade millésime, va représenter la richesse, la gloire, les grandes capacités de persuasion, utiles dans le domaine légal et lors de problèmes à résoudre. Voilà. Hein, voilà. Donc, par contre, il faudra faire attention avec cette combinaison aux problèmes de foi, aux problèmes d'escroquerie, aux ragots, etc., etc. Voilà. Donc, on va passer à l'autre diapositive. C'est pas celle-ci? Nord-ouest, pardon. C'est celle-ci, autant pour moi. Voilà, donc vous voyez, ça c'est je dirais, c'est la case qui suit,
effectivement, au niveau du nord-ouest. Et là, bon, on ne va pas refaire toutes les combinaisons parce que moi, l'idée, c'est que vous compreniez déjà, que vous ayez une première lecture pour comprendre à peu près comment ça peut fonctionner au niveau des combinaisons. Donc, on retrouve encore des combinaisons d'étoiles avec des interprétations comme pour la zone ouest de tout à l'heure. Voilà. Donc, ce que je te propose, Muriel, c'est qu'on passe un peu toutes les diapos là qui, voilà, tu peux aussi passer celle-ci, celle-ci. OK, et puis qu'on aille directement à la suite. Voilà, c'est bon. Donc, une fois qu'on a étudié un petit peu toutes les étoiles, eh bien, on va, et qu'on en a tiré toutes les interprétations, eh bien, on va rechercher donc à harmoniser, donc notre habitat. Voilà. Et pour ça, il y a des remèdes. Donc, nous allons découvrir comme ça, pareil, pour exemple. Voilà. Donc, par exemple, là, là, on prend le centre qui correspond à la Terre par rapport à notre habitation, par rapport aux calculs qui ont été faits avant. Et dans cette partie, pour rappel, eh bien, nous avions les étoiles 6, 1 et 8. Voilà. Donc, on ne les a pas vues en détail tout à l'heure. Et donc là, si on doit travailler sur cette zone, donc déjà, on voit qu'au niveau du centre et de la Terre, et par rapport à ce chiffre 5, eh bien, c'est le palais central, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. Hein, c'est le centre qui représente la stabilité, la plénitude, l'équilibre, l'ancrage. Il a une influence, sur tous les autres secteurs. Donc, les symboles que nous allons y placer, c'est ce qui va être important pour nous, hein, c'est-à-dire des représentations d'ancrage, de paix intérieure. Il faudra laisser cet espace libre et dégagé autant que possible. C'est-à-dire que si dans cet espace, vous en avez partout avec des piles de bouquins dans tous les sens ou je ne sais quoi, ce n'est pas forcément une bonne chose. Il va falloir chercher à l'épurer, à le dégager. D'accord? Voilà. Et donc, symbole éviter le désordre et l'encombrement. Donc, rangement. Ça, c'est obligatoire pour ce secteur. Hein. Donc, ensuite, on dit que le cœur céleste ou le palais central est vraiment le secteur auquel il faut faire le plus attention. Il représente la stabilité, l'ancrage, l'énergie part du centre pour nourrir tous les autres secteurs de la maison. Cette énergie que révèle le centre est très importante car tous les domaines de la vie vont être nourris et traversés par la manière dont est habité cet espace. Donc, vous voyez que ce palais central, eh bien, en fait, va être très, très, très important parce que moi, je pense souvent, même si c'est l'élémentaire, en fait, mais c'est un peu comme quelque chose qui diffuserait un peu ses rayons, vous voyez, hein, pour amener une bonne énergie sur tout le reste. Voilà. Voilà, encore un exemple, hein, et puis, on a le petit S du bois qui s'est décalé. Là, on a le bois donc en secteur 3, en 3, avec des étoiles volantes qui ont été mises en évidence. On a eu donc 2, 8 et un 6. Voilà. Donc, le secteur et la santé, on dit que c'est le premier fils, c'est la direction de la santé. Hein. Donc, dans après étude du plan que nous avons vu, tout du moins, plus ou moins découvert tout à l'heure, eh bien, on pourra ensuite, après avoir étudié tout ce qu'il y a eu précédemment, se dire que dans ce secteur, eh bien, nous allons placer les symboles suivants. Hein, ce seront des symboles de croissance, d'abondance, de tradition, de patrimoine. Hein, ce sont des symboles qui vont… Ah, j'ai perdu… Non, c'est bon, excusez-moi, j'avais perdu la diapo sur mon ordinateur. Voilà, donc ce sont des symboles qui vont représenter la vitalité, la longévité de tradition. Donc, on pourrait y mettre des plantes dans ce secteur, on pourra mettre des photos, des objets de famille. Vous voyez? Donc, vraiment des choses qui nous permettent de prospérer, en fait, hein, parce que la plante, en définitive, dans ce symbole à l'est, dans cette direction à l'est, hein, qui correspond donc au bois, eh bien, la plante, c'est quelque chose qui va monter, qui va également aller dans toutes les directions. C'est quelque chose qui est fait pour sortir de terre et prospérer. Voilà. Hein. Donc, les symboles à éviter dans cette zone, ce sera les représentations de mort, de maladies, de conflits, les fleurs séchées. Hein, si vous mettez un bouquet de fleurs dans cette zone, eh bien, dès qu'elle commence à mourir, pouf, au revoir, interminado, poubelle. D'accord? On ne garde pas ce genre de choses. Ne mettez pas, par exemple, des objets à tête de mort
dans cette zone. Faites attention également peut-être aux personnes décédées que vous pourriez mettre en photo également au niveau de cet espace, hein, par rapport à ça. Voilà. Donc là, voilà, donc pas hésiter à mettre des plantes, des végétaux, des choses bien, des choses positives en fait, qui vont nourrir votre espace là-dessus. Et puis on pourra également y mettre le chiffre 3 ou mettre par exemple des choses par 3 dans cet espace. Par exemple, vous pouvez mettre 3 petites plantes. Vous voyez, là, il y a une petite photo d'ailleurs en bas là où il y a 3 plantes. Il y a 3 bougies. Vous voyez? Donc, on peut également nourrir ce lieu par la symbolique du chiffre aussi. Également. Voilà. Voilà. Donc, en fait, on peut, vous voyez, il y a toutes les directions sont bien sûr représentées. Donc, on ne va pas les voir tout en détail non plus, mais c'est déjà pour vous donner une idée. Donc, en fait, hein, parce que là, nous allons arriver à la fin de cette présentation, pour résumer, quand vous faites une étude Feng Shui, eh bien, la première des choses, ça va être bien sûr de voir l'environnement, hein, où se trouve l'habitat, de quelle façon arrive l'énergie. Ensuite, on va calculer les chiffres quoi des habitants. On va prendre les mesures boussole également je dirais de la façade active également. Et en fonction de ça, on va placer ce qu'on appelle un pakwa aussi, et on va pouvoir placer nos différentes zones, nos 9 zones. Voilà. Et ensuite, on va bien sûr faire le calcul et étudier donc les différentes étoiles en fonction des différentes zones. Et suite à tout ça, on pourra commencer à en tirer nos interprétations et après, donc, apporter nos remèdes. Voilà. Donc, tout ça, ça nécessite quand même du travail. On y passe du temps. Ça ne se fait pas en 2 heures. Hein, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Il faut dire les choses si on veut faire une étude sérieuse. Mais ô combien, c'est qu'à chaque fois, c'est passionnant parce qu'à chaque fois, on ouvre. C'est comme si… vous voyez, quand je fais des études Feng Shui, en fait, c'est comme si moi, j'ouvrais un nouveau livre. C'est comme si je découvrais une nouvelle histoire. Voilà. Hein, c'est un peu comme quand je vois des patients dans mon cabinet en médecine chinoise. Eh bien, c'est pareil. J'ouvre un nouveau livre et je découvre une nouvelle histoire. Également avec ces patients. Et bien, le Feng Shui, c'est exactement la même chose. Voilà. On découvre une nouvelle histoire. Et c'est vraiment très, très, très intéressant. Voilà. Et ensuite, quand on voit que les personnes ont apporté donc les changements nécessaires suite aux conseils que le consultant va prodiguer, eh bien, et qu'on voit les effets bénéfiques, eh bien là aussi, c'est vraiment que du bonheur, hein, parce que bien sûr, on assure un suivi derrière. Eh bien, c'est vraiment que du bonheur parce que à ce moment-là, eh bien, on se dit que je peux vous assurer que ça fonctionne. Hein, c'est vraiment chouette. Voilà. Donc, je peux vous assurer que là en 1 heure, à peine 20 minutes, on a fait un sacré résumé du Feng Shui. C'est plus qu'un résumé que nous avons fait parce qu'il y aura encore tellement à dire. On n'a pas parlé, par exemple, des charchis, c'est-à-dire les flèches empoisonnées, ce genre de choses. On n'a pas parlé des 3 fléaux. On n'a pas parlé de tout ça. Mais il y aurait tellement à dire. On pourrait y passer, mais rien que pour faire ce genre de conférence, mais minimum une demi-journée. Vous voyez, donc voilà. Donc à l'occasion, plus tard, on pourra bien sûr discuter de tout ça. Si bien sûr vous voulez en savoir plus sur le Feng Shui, eh bien vous pouvez toujours suivre la formation qui est proposée sur le canal de l'âme. Aussi, une formation très ludique, en fait, où je peux vous assurer que à l'issue de cette formation, de toute façon, vous serez capable de faire une étude Feng Shui en bonne et due forme. Hein, et puis, il faut savoir que quand vous faites des formations sur le canal de l'âme, eh bien, on ne vous laisse pas non plus vous dépatouiller tout seul entre chaque visio, entre chaque cours, hein, puisque eh bien, on assure également, enfin, je vais parler pour moi, un suivi pour les étudiants, que ce soit en médecine chinoise ou que ce soit donc en Feng Shui, donc à travers les différents outils à notre disposition, hein, c'est-à-dire Telegram, WhatsApp, enfin pour pas les citer, Signal, peu importe, on est en 2022, on a plein d'outils modernes maintenant pour communiquer entre chaque vidéo. Voilà, donc en fait tout ça pour dire que avec le canal de l'âme,
eh bien, vous n'êtes pas laissé seul entre chaque visio et on vous accompagne vraiment de A à Z. Mais je pense que maintenant, j'ai suffisamment parlé. Je vais rendre le micro à Muriel. Je vous remercie là, pour le sympathique message qui est arrivé en nous disant que c'était très intéressant. Vraiment, ça me remplit de joie parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime plus que tout, hein, toutes ces méthodes, et j'ai à cœur de les partager et de les vivre avec vous. C'est que du bonheur. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme. C'est effectivement extrêmement intéressant et on a qu'une envie, c'est d'aller plus loin et puis de comprendre aussi finalement l'environnement dans lequel on évolue pour favoriser la santé, la prospérité, la longévité, etc., etc. Alors, il y a quelques questions dans le chat que je vais te partager. Donc, Patricia faisait une réflexion tout à l'heure sur les lits jumeaux. Je pense, alors, ouais, ok, c'est très bien, Patricia. Ouais, les jumeaux, ça peut effectivement être comment dire, une solution. Alors, vous parlez peut-être de vos enfants, je pense. Hein. Ou pas, ça peut être pour un couple, si les deux ne sont pas, comment dire, compatibles, je sais pas. Voilà. Alors, en règle générale, quand même, pour un couple, on arrive toujours à trouver des solutions. Voilà, il y a toujours des solutions qui se trouvent. Mais effectivement, pourquoi pas, si effectivement vous avez deux enfants qui dorment dans la même chambre, ce qui peut complètement arriver, et que vous avez des lits superposés, mais malheureusement, vos deux enfants ne sont pas au niveau de leur chiffre quoi dans les bonnes directions, eh bien, on sépare les deux lits superposés et puis on les oriente chacun dans leur direction. Oui, tout à fait. Ça peut être une solution, les lits jumeaux. Alors ensuite, effectivement, ça peut être, pourquoi pas, une bonne excuse, hein, cette histoire de lit jumeaux, quand on n'a plus envie de dormir avec la personne avec qui on est. Hein, en disant, ah oui, mais on n'est pas du tout compatible là. On n'est pas du tout compatible. Effectivement, par rapport au chiffre quoi, là, bon, écoute, faut qu'on prenne chacun notre lit. Hein. Ça peut pas durer comme ça. Hein, donc, ça peut être une solution. Je vous donne des astuces hein, pour ceux qui veulent s'en sortir la tête haute. Il n'y a aucun problème. Hein. Merci, ça peut être très utile. Alors, ça peut être effectivement très utile pour se débarrasser, enfin, pas se débarrasser, mais sortir d'une situation embarrassante. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, expliquer le millésime? Ouais. Le millésime, effectivement, en deux mots. Alors, ce sera vraiment en deux mots. Le millésime, en fait, si vous voulez, ça va être ce qu'on appelle l'étoile du temps. C'est ce qu'on appelle le millésime également du moment, okay, qui va donc avoir une influence sur le temps et sur l'habitat. Hein. Donc, je crois qu'on va bientôt changer de millésime d'ailleurs, puisque on change au bout de 20 et quelques années de millésime. Donc effectivement, quand on change de millésime, ça nous fait changer de chiffre. Et donc forcément, eh bien, je dirais la combinaison des étoiles va également changer. Par exemple, si vous avez fait une étude Feng Shui il y a 20 et quelques années, eh bien là, si je ne dis pas de bêtises, en 2024, hein, que nous allons changer de millésime. C'est-à-dire que là, si vous faites une étude maintenant, bah, autant faire directement les deux, celle de maintenant et celle de 2024 avec la position des étoiles, parce qu'il y a des choses qui vont bouger. Voilà. Donc le millésime, c'est ça, c'est vraiment une référence au temps. Ok, merci. Est-ce que la tortue, est-ce qu'on peut la mettre dans la chambre? Oui, symboliquement parlant, on peut la mettre dans la chambre. Alors maintenant, ça se fait peut-être un peu moins, mais par exemple, je pense que la personne veut parler, par exemple, du lit, hein, notamment, eh bien, vous pouvez effectivement mettre derrière vous, sur la tête du lit, un grand encadrement également, comme ça se faisait d'ailleurs. Hein. Il y avait des personnes comme ça qui avaient sur des grands lits des encadrements derrière au niveau de la tête du lit. Ça peut effectivement symboliser la tortue, oui, tout à fait. Tout à fait. Okay. Est-ce que les décorateurs d'intérieur devraient se servir de cette pratique? Ce serait bien, oui.
Tout à fait. Non, mais tant qu'à faire, si effectivement, Patricia, si effectivement vous faites appel à un décorateur d'intérieur, moi ce que je vous conseille, s'il n'est pas formé au feng shui, le feng shui c'est pas uniquement de la déco, hein, c'est ce qu'on a vu là quand même tout à l'heure. Faites d'abord faire je dirais votre étude feng shui avant de faire quoi que ce soit. Voilà. Et comme ça, vous pourrez en discuter avec la personne, voir, je dirais, le consultant Feng Shui peut aussi, pourquoi pas, s'entretenir avec votre décorateur d'intérieur. Ensuite, ça peut être une collaboration à trois, hein, c'est-à-dire la personne qui fait le Feng Shui, le décorateur et puis le client. Tout à fait. Et comment ça se passe pour une maison à étage? Exactement de la même façon que pour une maison où il n'y a pas d'étage. C'est-à-dire que on va tracer le pacois, en fait, on va tracer plusieurs pacois ensuite, hein. Donc, il y aura l'étude au niveau de l'étage et l'étude au niveau du rez-de-chaussée. Donc, c'est du travail en plus, mais c'est voilà, c'est pareil, il n'y a pas de souci. Super, merci beaucoup. Et à quel moment... Excuse-moi, Muriel, on va aussi tenir compte de l'escalier. Hein, parce que l'escalier, par rapport à l'apport de l'énergie dans la maison, va être très important. Il a une incidence et il nous donne des informations sur l'énergie qui circule et comment est-ce qu'elle arrive à l'étage aussi. Hein, donc, il y a tout ça, il y a toutes ces choses-là à prendre en compte. Merci beaucoup, Jérôme. À quel moment va débuter le cursus Feng Shui? Alors, le cursus Feng Shui donc, sur le canal de l'âme va débuter donc, au mois d'octobre, hein, c'est-à-dire là, très très bientôt. Avec des cours en direct, c'est-à-dire les personnes pourront avoir l'occasion de suivre les cours en direct avec bien sûr une interaction par rapport à l'avancement du cours. Et puis ensuite, chaque personne recevra ensuite dans son espace membre tous les cours en vidéo qu'il pourra conserver jusqu'à un âge très avancé. Merci. Eh bien voilà, écoute, il n'y a plus de questions pour le moment en tout cas. C'était extrêmement intéressant. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on ne se quitte? Oui. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu dire là, maintenant. Il y aurait eu tellement à dire, notamment la place des miroirs, etc. Enfin, il y a le Feng Shui, enfin, je dirais, on n'a jamais terminé. On n'a jamais terminé. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à voir, mais c'est une science vraiment passionnante. Mais faites très attention, soyez très prudents, parce qu'une fois que vous mettez un pied dedans, vous avez le deuxième qui suit, et là, vous êtes perdu. Hein, voilà, parce que vous allez tomber dedans par passion, et c'est absolument génial. On y passe nos journées, nos soirées, et on n'arrive plus à décrocher tellement c'est un univers passionnant, le Feng Shui. C'est, voilà. Moi, j'arrive pas à en décrocher. Voilà, c'est comme le reste. Malgré toutes ces années, je ne me lasse pas. Voilà, en tout cas, pour terminer, bien effectivement, moi je voulais vous remercier vous tous, auditeurs du Canal de l'âme, d'avoir suivi cette conférence, d'avoir montré votre intérêt. Je vous remercie également pour vos questions très pertinentes, aussi, comme à chaque fois. Également, pour votre bienveillance également. Et j'espère vous retrouver vraiment très bientôt autour de sujets passionnants. Puis n'hésitez pas à aller voir aussi les autres intervenants qui également, à chaque fois, apportent des choses passionnantes sur le canal de l'âme. Voilà ce que je pourrais vous dire. Eh bien, merci infiniment, Jérôme, pour ton intervention ce soir. C'était extrêmement passionnant, comme tu l'as dit, et on a hâte de découvrir toute cette science avec toi. Et merci à vous toutes et à vous tous pour votre présence, vos questions, vos remarques, vos partages. Et eh bien, nous vous disons à très bientôt pour la suite de ces apprentissages. Très belle soirée, Jérôme.
Merci beaucoup Muriel, à très très bientôt. À très bientôt. Belle soirée tout le monde.